Chère audience, honorable jury, monsieur le directeur, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de présenter ce débat tant attendu. À première vue, le sujet m'a paru quelque peu vague, ce qui m'a intrigué mon ami Aya et moi après avoir eu une petite discussion. Pour moi, la violence n'est jamais à utiliser pour arriver à ses fins et qu'elle est condamnable car c'est une négation de notre humanité. Pour moi, la violence n'est jamais légitime et l'erreur serait de penser qu'elle est humaine. Elle ne permet en aucun cas d'apporter des réponses aux inévitables conflits de notre société. Au regard que Aya me lance, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point. Effectivement, je ne suis pas d'accord. La communication n'est plus qu'un souvenir. La vie en société est souvent source de conflits en raison des intérêts divergents, des besoins et valeurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Les conflits éclatent souvent entre les membres de la société. Pour moi, ils sont souvent résolus par la violence avec diverses manifestations et que cette dernière est nécessaire dans notre vie quotidienne. Après, peut-être que mon avis changera au cours du débat, qui sait. Bon, laissons nos différends pour après et voyons voir ce que les deux équipes ont à nous proposer. J'appelle sur scène la première Éco 3. Et la première année Sciences Math 4. Que serait un débat sans notre membre du jury? Madame Amziane, Monsieur Ouhdou, Madame Semari et Madame El Eraqi. Et Monsieur Nezar. Avant de commencer ce débat, je tiens à vous rappeler les règles du débat. Deux interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent se faire de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Les interventions doivent durer 1 minute au minimum. Prière à nos chers débatteurs de ne pas toucher le pupitre, le micro et tout matériel commun susceptible d'entraver les mesures sécuritaires prises par l'établissement. L'audience est tenue de respecter les débatteurs ainsi que les mesures sécuritaires mises en application. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir la distanciation physique, le silence, le calme et le respect dans la salle, garder son masque en tout temps, n'applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme de respect. Ne pas monter sur scène à la fin du débat et interdiction d'utiliser les téléphones portables. Bon courage. Chère audience, mesdames et messieurs les jurés, opposantes, mes salutations les plus distinguées. La violence est légitime dans la quête de la paix. Évidemment, le sujet du jour met entre nos mains une toute petite phrase, mais avec de grandes significations, comme à l'accoutumée. Et moi, étant la première à passer de mon équipe, je me dois de leur préparer un terrain intelligible, loin de toute ambiguïté ou imprécision. Et qui dit précision, dit définition. Ah, la violence. La paix. Que signifient ces deux mots? Une question sur laquelle repose tout notre débat. Commençons par la violence. D'après le dictionnaire Larousse, la violence est toute contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. Ou encore, d'après le dictionnaire juridique français, la violence au sens du droit civil est l'acte délibéré ou non provoquant chez celui qui en est la victime un trouble physique ou moral, des conséquences dommageables pour sa personne ou pour ses biens. Donc, pour résumer et simplifier, la violence peut prendre plusieurs formes, physiques et morales, et a plusieurs buts, notamment des buts louables. Passons maintenant à la paix. Aussi simplement définie par Larousse, c'est l'état de tranquillité, de repos, de concorde et d'accord entre les groupes sociaux, donc absence de lutte et troubles sociaux. Ceci étant dit et expliqué, j'aimerais pointer du doigt un fait, ou plutôt une réalité. Si aujourd'hui nous pouvons nous tenir face à vous avec autant de sérénité et d'assurance, c'est parce que nous bénéficions d'un bon nombre de nos droits qui font régner la paix. Et ceci grâce à la pléthore d'actes de violence réfléchis qu'a connu l'histoire, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et si la paix existe dans nos pays, c'est parce que il existe les interventions des forces politiques, militaires ou encore policières aux interventions à toute transgression de la loi. Donc, la vraie paix
est liée à la justice. Et nous pouvons fortifier la justice en a justifié la force, afin que le juste et le fort soient ensemble et que la paix en soit la souveraine du bien. Il est donc indispensable d'accorder au pouvoir le moyen de la maintenir avec la discipline et la concorde. Donc, il ne faut pas hésiter de réprimander toute velléité de désordre ou de révolte qui vont aboutir à la catastrophe. Je ne sais ce qu'il en est pour vous, mais moi, je veux profiter de mon droit à la paix. Je veux vivre paisiblement et sereinement. Quel que soit le prix à payer, mon but étant fixé, le chemin pourrait être difficile, certes, mais on en vaudrait la main aux peines. Merci. Monsieur le directeur, messieurs, dames les jurys, opposants, bonjour. Quel plaisir de nous retrouver, mes camarades et moi, devant vous ce matin, à débattre un sujet ô combien intéressant et primordial à la continuité de l'humanité et des plus amples. Est-il nécessaire de passer par le biais de la violence pour aboutir à la paix? Cette question, dont la réponse paraît évidente, renferme une oxymore autant absurde qu'inquiétante. Violence et paix. Le paradoxe ici est des plus clairs et les cerveaux qui le soutiennent sont des plus sombres. Opposant la superficialité de vos définitions vous mène à un exercice solitaire puisque la paix, selon le dictionnaire L'Internet, est l'absence de conflit, de guerre et de violence. Quant à la violence, selon le dictionnaire Larousse, est un caractère qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, brutale et souvent destructrice. La violence peut se manifester sous 5 formes. La violence physique, telle que les meurtres ou les abus physiques. La violence psychologique et morale, telle que le harcèlement. La violence économique, telle que la privation des ressources à une partie du peuple. La violence politique, telle que les attentats et les génocides. Et la violence culturelle, telle que le racisme ou l'oppression des idéologies. Maintenant, puisque la paix est destructrice et puisque la violence consiste à la non-existence de la violence, quelle relation y a-t-il alors entre ces deux termes? Vous vous en doutez sûrement. Aucune, si ce n'est menacer la paix, la violence n'a rien à voir avec cette dernière. Alors, est-il vraiment possible d'associer la paix à la violence? On est encore au tout début du débat et la réponse est claire. Absolument pas. Chère audience, user de la violence mène à la peur et en aucun cas à la paix. On se calme parce qu'on est terrifié et oppressé, mais dès qu'une échappatoire voit le jour, on s'explose tel un volcan dont la lave ravage tout ce qu'elle trouve sur son chemin. Opposants, si telle est votre conception de la paix, quelle violence au juste proposez-vous? Une guerre qui tue par millions, une bataille au lieu d'un débat, une oppression culturelle, des génocides, ou alors une renaissance de l'esclavagisme? Avant de répondre, réfléchissez bien au prix très cher que vous ferez payer à l'humanité. Je vous remercie. Son symbole est une colombe blanche tenant une branche d'olivier, la colombe de la paix. La paix est à la fois un espoir, parfois une réalité, toujours un but. Cher auditoire, cher jury, bien le bonjour. Permettez-moi de vous préciser que violenter quelqu'un, c'est aller à l'encontre de ses désirs, le contrarier en le forçant à accepter ce qu'il ne veut pas, quels que soient les moyens que l'on emploie. La violence dans le cadre de notre débat est bien légitime, à savoir permise ou légale et non obligatoire. D'autant plus que son but est on ne peut plus noble, la paix. Chères opposantes, n'êtes-vous pas féministes? Alors laissez-moi vous raconter une histoire. Je suis un criminel, un malfrat sans foi ni loi. Le système policier ne pourra rien contre moi, car après tout, la violence est mal, n'est-ce pas? Qui pourra donc m'arrêter alors? Peut-être bien cette jeune fille aux courbes alléchantes qui passe devant moi. Voyons voir si elle appréciera quelque bonne compagnie. De toute façon, bonne ou mauvaise, elle ne pourra pas refuser la mienne. Cette jeune fille me résiste, elle m'énerve. Je décide de la violer pour la punir. Quelques jours plus tard, la police entre en trombe chez moi m'accusant de viol sur mineur. Je le résiste, il m'empoigne de force. L'un d'eux m'assène un coup. La violence n'est-elle pas mal? Mais ce n'est qu'en sentant le froid des menottes que je commence à réaliser que ce que j'ai fait est vil. Je suis mort de honte, je suis condamnée à la prison et je le mérite.
Quelque temps plus tard, je sors de prison, toujours mort de honte, mais j'ai purgé ma peine. Et je ferai de mon mieux pour me réintégrer dans la société où j'ai causé tant de dommages. Car j'ai appris mes erreurs à la dure. Je les ai apprises grâce à la violence. Opposante, êtes-vous par hasard en train d'avancer qu'il faut user de la non-violence contre de tels individus afin d'instaurer la paix? Ben voyons, 2021 déjà, et on se voile toujours la face. L'ancien président américain Barack Obama avait reçu le 90e prix Nobel de paix. Même après avoir initié la guerre contre l'Afghanistan pour tuer Ben Laden, il a reçu ce prix dans une salle entièrement acquise à sa cause. Je ne peux rester pacifique devant les menaces à l'encontre du peuple américain, car ne vous leurrez pas, le mal existe dans le monde, a-t-il dit. La non-violence n'aurait pas suffi à stopper les armées d'Hitler ni à convaincre Al-Qaïda de déposer les armes. Donc oui, les outils de guerre ont un rôle à jouer dans l'instauration de la paix, a-t-il encore ajouté. Nous voyons bien que la violence ici n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen pour faire régner la paix. Car quand tous les autres moyens s'épuisent, l'usage de la force contraignante s'impose alors. Nous ne cessons d'entendre depuis tout petit « Bats-toi pour ton droit ». Eh bien, cher auditoire, la paix est le droit le plus précieux qu'un homme peut avoir. S'il faut en arriver à la violence pour l'instaurer, celle-ci devient légitime. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la voix du bon sens et de la raison. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Alors tout d'abord, nous ne disons pas qu'il n'est pas permis d'avoir recours à la violence pour se protéger. Mais nous disons qu'en faisant ainsi, nous ne parviendrons pas à établir la paix, puisqu'en faisant ainsi, nous ne déclencherons qu'un sigle sanglant. Cela d'une part. D'autre part, puisque vous avez parlé de l'intervention des policiers et armées violentes et décrite comme légitime, je vous répondrai au cours de mon intervention. Veuillez prêter attention. Vu que nos opposants semblent avoir confondu paix et sûreté et prennent du plaisir à propager leur confusion claire entre les deux concepts à notre très cher auditoire, je me vois dans l'obligation de faire la différence. Eh bien, mesdames et messieurs, la sûreté est la protection des individus de tout risque ou menace qui affectent leur vie ou leurs biens, en créant des conditions sûres. Par exemple, la sûreté de punir un criminel, d'arrêter un voleur ou de défendre le territoire du pays. Et donc la violence légitime garantit la sûreté et non la paix. Car la paix est dotée d'un sens plus large. C'est une valeur sans frontières qui se concrétise par une quiétude, par le fait de respecter et d'être respecté. C'est l'esprit de solidarité, de cohabiter en paix, de discuter, de s'exprimer sans le risque d'être oppressé et de pratiquer sa liberté personnelle sans peur. Vous voyez peut-être dans les valeurs humaines une utopie ou un conte merveilleux, mais j'y vois des chiffres et une réalité. D'ailleurs, le fait que le Maroc soit classé 20e sur 136 en matière de sûreté selon le Forum économique mondial et le 20e en matière de paix selon l'indicateur global de la paix et le 11e pire pays pour les femmes et enfants se basant sur le Gender Gap Report 2020 veut tout dire. Nous sommes l'un des pays les plus sûrs au monde, mais à la paix, nous ne connaissons rien. La violence illégitime, quant à elle, dépeuple les États. Elle y fait régner le désordre. Les lois sont forcées de s'appliquer à la vue de la sûreté qu'ils introduisent. Elle rend incertaine la liberté et l'égalité des citoyens. Elle trouble et fait négliger l'économie. Les terres deviennent incultes et abandonnées, ce qui mène alors à la guerre. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien dit Jean-Paul Sartre, la violence sous quelconque forme qu'elle se manifeste est un échec. Alors oui, je refuse de baisser les bras. Je refuse de céder face à des personnes dont l'étincelle de la guerre et de l'instabilité se développe pour devenir un énorme feu qui nous mènera tous aux portes de l'enfer. Nous avons couru après le progrès et j'espère que nous, générations futures, saurions le poursuivre et étendre la paix sans violence au-delà des frontières. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'homme peut se perdre en quête de lui-même, jamais en quête de paix. De ce fait, la fin justifie les moyens. Parfois, pour parvenir à un noble but, il faut avoir recours aux moyens les plus exécrables. Nous aimerions tous vivre dans un monde idéal, un monde qui n'a rien à voir avec la réalité, où ni la violence ni la guerre existent. Néanmoins, tout cela est impossible. Voyez-vous, si la violence existe, c'est parce que l'homme existe. Car c'est le moyen le plus efficace qu'il possède pour parvenir à ses fins. Et quand cette fin est olympienne, ce moyen devient légitime.
Par exemple, un habile législateur qui entend servir l'intérêt commun et celui de la nation, plutôt que le sien propre et celui de ses héritiers, se doit d'employer toute l'industrie pour attirer à soi le pouvoir. Un esprit sage ne condamnera jamais quelqu'un pour avoir usé d'un moyen hors des règles ordinaires pour régler une monarchie, fonder une république et surtout créer la paix. La paix qui est la stabilité et la quiétude. Ce n'est pas la violence qui restaure, mais la violence qui ruine qu'il faut condamner. Et nous ne sommes pas pour cette violence. Notre violence, comme l'a dit Eya, est l'usage de la force physique ou psychique pour contraindre à la paix. Elle fut utilisée par Gandhi, un rebelle à la force tranquille, qui voulait pour l'Inde l'émancipation spirituelle, économique et intellectuelle. Sa méthode sera l'une des clés de son succès et sa popularité. Avec une équipe de jeunes avocats volontaires, il recueille plus de 8000 témoignages et dresse un état des lieux de la situation d'extrême dénuement dans laquelle se trouve la population. Et en fait, il a fait tout ça pour arrêter une taxe sur l'indigo qui ruinait les cultivateurs. Eh bien, cet homme-là, avec toute cette pression médiatique, il a réussi à forcer la main aux Britanniques. Il n'a pas quitté la région malgré l'injonction de l'administration et il est resté. Il s'est battu. Et cet acte, bien qu'il soit sans violence, il a permis à ces gens l'abolition de cette taxe. Et ça les a aidés dans leur vie. Et voyez-vous, cette violence, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Elle fut aussi utilisée par Mandela, qui était disciple de Gandhi, qui était amplificateur de Martin Luther King, et qui disait, je cite, « C'est l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura d'autre choix que de répondre par la violence. Et dans notre cas, ce n'était qu'une forme de légitime défense. » Fin de citation. L'augmentation de la répression, des violences policières et de l'État le convainc que des années de lutte non violente face à l'apartheid n'ont mené à aucune avancée. Il choisit le passage à la lutte armée en dernier retranchement, et vous connaissez la suite. Il se fait emprisonner, mais triomphe enfin. S'il n'avait pas orchestré toute cette résistance, les Noirs n'auraient jamais disposé de leur pays. Grâce à cela, l'Afrique du Sud se voit enfin s'abreuver de ce nectar divin. Répondons d'où nom de paix. Chères opposantes, nous réfléchissons de manière pragmatique afin que nos manœuvres ne soient pas vaines. Cela s'appelle l'art et la manière, l'ensemble des choses dotées d'un ordre, l'ensemble des moyens mis en œuvre pour parvenir à un but bien déterminé. Si nous utilisons la violence, c'est pour entraver les projets de ceux qui ne veulent point la paix. Merci. Opposant, c'est votre troisième passage et pourtant je n'ai vu aucun rebondissement sur nos propos. Seriez-vous en train de faire de l'art oratoire par hasard? Non? Aussi parce que nous rebondissons et nous sommes en train de faire un débat, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, M. Zeyer. Utiliser la paix pour légitimer la violence mènera à des situations désastreuses. Si nous prenons par exemple la Chine, le gouvernement avait utilisé la violence pour enfermer les Ouïghours dans des centres de rééducation sous le prétexte d'établir une paix entre les différentes ethnies du pays. Mais malheureusement, ces camps de rééducation sont des camps de concentration et de torture pour plus d'1 million de personnes selon le magazine Le Parisien. Voilà ce qui arrive quand on légitime la violence pour la paix. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis une citoyenne marocaine qui, comme vous tous et toutes, les violences qui éclatent chaque jour au sein de notre pays me révoltent. J'aurais aimé vivre dans un Maroc plus en sécurité, où la paix existe réellement. Mais malheureuse que je suis, il va falloir militer pour de longues années encore et attendre cette paix au sein de la société. Attendre. Peut-être devrais-je attendre jusqu'à la fin de mes jours, sans ne jamais me trouver dans un Maroc dont les conditions internes sont paisibles. Maudite sans les idées empoisonnées ancrées chez la plupart des personnes et qui les poussent à penser que violenter est égal à instaurer la paix. Bien que l'absurdité de cette équation soit très claire, j'emprunterai le chemin des statistiques. D'après l'UNESCO, 30% des élèves sont victimes de violences physiques. Selon l'UNICEF, les 3/4 des enfants âgés entre 2 et 4 ans à travers le monde sont victimes de violences psychologiques et ou physiques au sein de leur famille et 6 enfants sur 10, soit 60%, sont victimes de disciplines violentes. D'après un rapport de UN Women en 2020, 35% des femmes subissent des violences physiques au sein du foyer familial. Selon les mêmes sources, la principale cause qui jaillit dans la majorité des cas de violence contre les enfants, c'est de les dissuader d'agir de façon maladroite une fois adultes et donc préserver la paix au sein de la société. Quant aux femmes, la cause qui revient le plus souvent, c'est d'essayer d'instaurer un système paisible au sein du foyer familial. Raisonnons maintenant ce que je viens de dire et voyons si nous y trouvons réellement une paix. Je vous fais un peu de suspense. Roulement de tambour. Le résultat est aussi décevant que mes effets spéciaux.
pas de paix. Selon l'OMS, la mort est le sort d'un adolescent chaque 7 minutes et 137 femmes sont tuées chaque jour à cause de la violence. À cause de ces dernières, les violeurs, les voleurs, les meurtriers, les psychopathes, les terroristes et j'en passe sont très présents dans le monde. D'après l'UNICEF, je cite, « La violence alimente la violence. Les personnes qui en sont victimes adoptent des comportements nuisibles qui menacent la paix au sein de la société. » Comme avait dit Léon Tolstoï, toute réforme imposée par la violence ne corrigera nullement le mal. Merci. Honorable jury, chères opposantes, audience, bonjour. C'est avec une très grande joie que je me tiens aujourd'hui devant vous dans cette finale pour débattre d'un sujet qui a marqué l'histoire humaine à travers le monde entier. La violence. La violence était légitime en quête de paix. Ou plutôt, si vous me permettez de reformuler cela en « Comment la violence peut-elle être efficace en quête de paix ?» Revenons un peu en arrière, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Organisation des Nations Unies a décidé de mettre en place une force de maintien de paix. J'aime bien insister sur le mot « force ». Cette force a été établie pour surveiller l'application d'un cessez-le-feu, de désarmer et de démobiliser les combattants, ainsi que protéger les populations civiles. Ces opérations se sont avérées être l'un des moyens les plus efficaces dont dispose l'ONU pour aider les pays qui ont besoin à naviguer dans des eaux qui mènent du conflit vers la paix. Ces opérations disposent des atouts uniques qui aboutissent à leur succès, notamment la légitimité de l'action menée. Cette légitimité a permis d'arrêter 8 ans de guerre entre l'Irak et l'Iran, une mission dont les casques bleus ont gagné un prix Nobel de paix. Et pour répondre à mademoiselle Zraq qui est tombée dans un fossé des plus béants en pensant qu'il doit toujours y avoir une moralisation de l'acte par rapport au but recherché. Dans la vie, pour réussir, il faut parfois échouer. De ce fait, pour obtenir la paix, il faut recourir à la violence parfois. L'État doit assurer le bon fonctionnement de l'ordre social. Quels que soient les efforts déployés pour imposer une équité, on est obligé d'appliquer des règles plus ou moins arbitraires appelées violence étatique, qui est nécessaire pour la loi, pour l'ordre. Chères opposantes, la paix sans la force est contredite, quand la force sans la paix est accusée. Il faut alors mettre ensemble la force et la paix, et comme ça, faire de ce qui est fort juste, et de ce qui est juste fort, afin que le fort et le juste fussent ensemble, et que la paix fût. J'aimerais terminer mon intervention par un proverbe marocain qui dit « Qad al-boussa, qad al-qursa ». Oui, il faut être pacifique, mais quand il le faut, la violence est légitime. Merci. Monsieur Jekik, avoir recours à la violence remet en cause l'évolution de l'homme et nous ramène à un état primitif où le seul moyen de communication est la force. Cela d'une part. D'autre part, ce serait quand même très absurde d'utiliser des moyens menaçants pour arriver à un état de quiétude. Et encore, nous avons déjà rebondi sur le fait qu'il y ait une différence entre utiliser la paix pour se défendre et utiliser la violence pour aboutir à la paix, en se protégeant via la violence. Mais apparemment, hormis ce qu'on vous a fait apprendre, vous n'avez rien à ajouter. Bien. Mais à quoi sert donc le grand défenseur de la résistance pacifique à l'oppression? Pauvre Gandhi. À quoi sert donc Martin Luther King qui a réalisé la paix et le progrès même quand les droits de l'homme étaient bafoués? À quoi bon sert la philosophie de Nelson Mandela qui rejette la violence et lui dénie toute légitimité? À quoi sert le combat pacifique qu'a parcouru la jeune fille Malala Yousafzai pour l'amélioration de la condition féminine? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors que nos opposants s'efforcent de rétablir leur paix violente, je partage avec vous ces exemples de changement pour prouver que les manifestations pacifiques fonctionnent et que le véritable changement politique et social découle d'actes de non-violence.
Et quoi de mieux pour commencer que le discours historique du roi Hassan II qui appelle le peuple marocain à entreprendre une longue marche pacifique vers le sud pour libérer le Sahara marocain de l'occupation espagnole. C'est la marche verte, un événement qui mettra fin à l'oppression espagnole sans le recours à la violence. De même, l'Algérie a été l'épicentre des manifestations sans violence dans le Maghreb. L'annonce de la candidature de Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel était celle de trop pour des millions d'Algériens. Après des semaines de manifestations de masse, un nouveau régime dirige le pays. Autre grand mouvement de fond littéraire, la romancière turque Elif Shafak, qui parle du combat des femmes et de la difficulté d'écrire dans un pays qui bafoue leurs droits. Pilier du féminisme, de la liberté d'expression et de la justice, elle a pu, à travers l'un de ses romans, de bannir la loi qui permettait de réduire la peine des violeurs s'ils arrivaient à prouver que leurs victimes étaient des prostituées. Ou encore le film Diamant de sang, qui a dénoncé l'exploitation des enfants des pays d'Afrique pour extraire les pierres précieuses. Suite à cela, une loi internationale qui affirme que toute pierre vendue doit être certifiée comme n'étant pas dérivée d'une violence à l'égard des enfants. Et bien sûr, sans oublier les conférences et débats pour établir la paix et exiler la violence. Mesdames et messieurs, notre liberté s'est acquise par la non-violence et dans la paix. Et c'est avec elle encore que nous défendrons ce privilège. Merci. Alors, chers opposants, je répondrai de manière poétique. La pluie de votre sarcasme glisse sur la toile cirée de mon indifférence. Alors, vous êtes tombé dans une abysse des plus avides. De prime abord, mademoiselle Selma, si les Chinois ont emprisonné tous ces Ouïghours, ce n'est pas pour la paix, ce n'était qu'un prétexte. C'est pour assouvir leurs envies racistes. Et ensuite, on ne légitimise pas la violence dans tous les cas, seulement quand on veut atteindre la paix. Voyez-vous, depuis tout à l'heure, ce que vous faites, c'est essayer d'attiser la pitié de cette belle galerie, de par l'expression de vos sentiments avec des adjectifs qualificatifs et un brin de mélancolie dans votre voix qui ne cesse de partir dans les aigus. C'est pathétique, ne parlez pas plus fort, élevez le niveau de votre argumentation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ces personnes ici ne sont en train de débiter qu'une pléthore d'aberrations. Vous dites que la violence mène à une paix éphémère, mais la non-violence le fait aussi, politique d'apaisement. Non, votre virtuosité aussi possède ses limites. Eh bien, c'est une politique qui fut utilisée par la France et les Anglais envers les Allemands. Ils ont fait tout ce que nos chers opposants ici sont en train de dire. Ils lui ont donné carte blanche, ce qui a permis à Hitler de créer des alliances, à assouvir ses désirs, sa vengeance, augmenter sa puissance militaire, étendre son pouvoir et surtout annexer plein de pays, dont la Tchécoslovaquie. Et voilà, 1939, la plus grande hécatombe de l'histoire de l'humanité peut enfin commencer. 3 ans, 3 petites années, plus éphémères que votre passage au lycée. C'est pathétique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne niez pas les faits, ne niez pas, chères opposantes, les faits que je vous dis, comme vous niez le bon sens. Nous réfléchissons de manière pragmatique, comme je l'ai déjà dit, et vous conviendrez sans hésitation aucune que la paix convoitée partout dans le monde ne peut être obtenue dans moult situations que par l'usage de la violence, qui devient dès lors légitime et inéluctable dans l'intérêt commun. La violence au service de la noble paix ne peut être qualifiée que de noble moyen. Et chères opposantes, sachez que mes coéquipiers et moi sommes de fiers pacifistes, et que la thèse de quiconque ose nous défier repose en paix. Merci. Alors, Monsieur Jaikik, vous avez dit que l'intervention de la violence, ou plutôt l'intervention armée, est légitime pour parvenir à un état de paix. Laissez-moi vous dire que c'est tout à fait faux. Je reprendrai un autre exemple, le Yémen. Après avoir élu Abdelrabou Mansour Hadi comme étant président, les tensions entre les chiites Houthis et le gouvernement est devenue de plus en plus grave. Pour cela, le gouvernement a eu l'infructueuse idée de solliciter l'aide de l'armée saoudienne au lieu de procéder par des négociations et d'user de la diplomatie. Comme résultat, d'après l'UNICEF, le Yémen vit la crise la plus grave et la plus complexe du monde. Les chiffres sont très affligeants. Chaque 10 minutes, un enfant meurt de faim. 2 millions d'enfants ainsi que 1,2 million de femmes enceintes souffrent de malnutrition aiguë sévère. 12 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Et cette liste malheureuse reste très longue. Apparemment, nous avons fait plus de recherches pour votre position que vous l'avez faite. Il faut que vous ayez réellement honte de vos propos. Mesdames et messieurs, selon l'indicateur global de la paix, en 2020, les pays qui vivent le plus en paix sont l'Islande, la Nouvelle-Zélande et l'Autriche. Ceux qui sont les moins paisibles sont la Syrie, l'Afghanistan et l'Irak.
Parmi les 11 indicateurs sur lesquels se base ce classement, nous pouvons citer l'importation des armes conventionnelles, l'instabilité et la terreur politique, les manifestations violentes, l'intensité du conflit interne et la violence policière. Si l'Islande aujourd'hui est en tête de classement, c'est parce qu'elle n'a pas d'armée, je dis bien, elle n'a pas d'armée, et donc pas de conflit. Toutes les manifestations sont pacifiques et la police n'est pas armée. Et si la Syrie est dans le gouffre du classement, c'est parce que le gouvernement avait décidé d'user de la violence contre les manifestations du printemps arabe. Et le résultat, je pense que nous le connaissons tous, une destruction presque totale du pays. Ceci du côté militaire. D'un autre côté éducatif, les répercussions sont aussi désastreuses. Va porter un hijab. Le hijab doit être long et noir. Quand nous grandirons, nous te massacrerons, espèce d'infidèle. Ces mots qui donnent froid au dos sont ceux d'enfants syriens qui ne dépassent pas 12 ans dans les camps de réfugiés. Voilà le fruit de la violence utilisée pour instaurer la paix. Un résultat tout à fait contradictoire aux attentes des personnes qui exercent la violence dans le but d'instaurer la paix. Mais c'est tout à fait normal et prédictible face à une contradiction très claire que contient votre thèse. La violence pour la paix. Et puis quoi? La haine pour garantir l'amour? L'esclavagisme pour que la liberté règne? L'absurdité de votre position est tellement flagrante qu'en se contentant uniquement de définir la paix, tous vos arguments s'écrouleront, puisque je vous le rappelle, comme l'avait défini ma camarade lors de l'introduction, la paix c'est l'absence de conflit, de guerre et de violence. Elle se base sur des principes tels que la coexistence, le respect des avis contraires aux nôtres ou encore l'acceptation de la différence. Et puis, dire que la violence permet la paix est très superficiel, parce que la violence légitime peut, je dis bien, peut garantir une sorte de sûreté, mais aucunement la paix. D'ailleurs, le fait que nous soyons très bien classés en ce qui concerne la sûreté et que nous résidons dans l'abîme quand vient le tour de la paix veut tout dire, parce que la violence n'enfante que la peur, mais jamais, au grand jamais, la paix. Sur le moyen et long terme, la violence ne fait que créer le chaos, l'instabilité et le manque de paix. Mais une myopie sous forme de facilité vous empêche de bien voir les choses. Et puis, quand je me rappelle que cette fois, M. Nézar n'y est pour rien et que vous avez choisi votre position selon vos convictions personnelles, quand je vois devant moi des personnes qui refusent de faire comme Gandhi, se mettre en marche, ou comme Fatima Mernissi, écrire, quand je vois la cruauté à laquelle vous faites appel, j'ai très peur de partager le monde avec des futurs Bachar el-Assad ou revivre un ou une autre Hitler. Chère Assemblée, je profiterai pour vous rappeler que, comme a dit ma camarade, le fait d'user de la violence n'est qu'une négation de notre humanité et ce n'est aucunement légitime pour pouvoir aboutir à la paix. Merci.